Ce podcast aborde des sujets difficiles, notamment des violences sexuelles. On nous parle souvent du choix. Elles ont choisi, elles aiment ça. Elles savent où elles vont. Nous, survivantes d'inceste, de violences intrafamiliales ou de prostitution, on cherche la dissociation. Nous, les survivantes de la prostitution, on est les dernières oubliées du mouvement MeToo. Moi, j'avais pas l'impression que c'était un métier, c'était un calvaire. Maintenant, j'ai 58 ans. J'avais 45 ans quand j'ai commencé. Alors, comment une banale jeune fille qui a pas spécialement de problème dans sa vie peut se retrouver sur le chemin de la prostitution? Je suis survivante de la rue, survivante de la prostitution. J'avais envie de tout détruire, de casser toute ma vie. Je me retrouvais dans la prostitution de nouveau. On peut pas guérir le viol avec le viol. On a survécu. La vie en rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. Épisode 6, Nirvana pour $20. Je te vois perché, penché, tatoué de soir et nu. Tu vends le Nirvana pour $20, pas plus. Monte dans les chars quand le monde y dort. Fuck it, t'es down pour le money talk. Fait que c'est violent. Mais tout le long de la chanson, elle dit aux femmes, tu vaux plus que $20, puis tu trouveras pas des rêves à $20. Puis Hochelaga, c'est un quartier pauvre, anciennement ouvrier, où on trouve encore de la prostitution de rue avec des femmes qui sont achetées pour 10 à $20 la passe. Et mon amie Lorraine a vécu ça dans le quartier Hochelaga. Donc c'est pour ça qu'elle m'envoyait ça en me disant « Ben ça, c'est ma vie, c'est ma chanson ». Moi, c'est Alexine, j'ai 27 ans, j'ai vécu dans la prostitution de mes 19 à 21 ans. Je m'appelle Valérie, là j'ai 43 ans, je suis une survivante d'exploitation sexuelle, je milite beaucoup pour l'abolition de la prostitution. Bienvenue sur le plateau, enfin je sais pas comment appeler ça. Tu viens de Québec, ce serait bien que tu nous parles un peu de ton histoire, de comment... Ouais. Un peu de ton modèle familial si tu veux et de comment tu es arrivée à la prostitution. J'habite à Montréal depuis plus de 25 ans, mais je viens d'une petite ville industrielle qui s'appelle Bécomo, qui est dans le nord-est du Québec, beaucoup plus près du Labrador que de Montréal, en fait. Je suis arrivée à Montréal à la toute fin de mes 16 ans et j'avais déjà fait mes premières expériences de subir la prostitution dans ma ville natale pour réussir à faire de l'argent pour fuguer et m'en venir en ville avec mon pack-sac et ma guitare. Et à 17 ans, j'étais vraiment à temps plein dans l'industrie du sexe. Donc, je suis d'accord pour dire qu'il y a une industrie parce qu'il y a vraiment tout un truc structuré autour de nous pour fabriquer cette industrie-là. Mais bien sûr, je suis pas d'accord pour dire que c'est un travail pour autant. Donc, à 17 ans, j'ai travaillé dans des clubs qui mascaradent comme des clubs de danseuses, mais c'est en fait de la prostitution en cabine. Donc, j'ai connu tous les gradients de l'industrie du sexe, autant la rue que... J'ai peu fait d'escorting parce que j'aimais pas le fait qu'ils prennent une grosse cote. Donc, je préférais... c'est ça, vu que j'habitais au centre-ville, puis je pouvais me prostituer sur la rue, être prostituée par les hommes sur la rue. J'essaie de faire vraiment attention à mon langage pour placer la réelle agentivité là où elle est. Donc, une femme se prostitue pas, c'est vraiment les hommes qui nous prostituent. Tu sais, c'est drôle, je pouvais avoir des fiertés comme d'avoir 17 ans, de pas avoir de proxénète, puis d'être au coin de Saint-Laurent-Sainte-Catherine, qui correspond au Red Light District traditionnel de Montréal. Et puis de charger $300 de l'heure il y a 20 ans, 25 ans. Donc, on parle, tu sais, c'était beaucoup d'argent. Puis d'être autonome, puis d'être fière d'être autonome. J'ai travaillé beaucoup dans les clubs. Tu sais, je dis travailler parce qu'à l'époque, ma référence, c'était de dire que je travaille, mais comprenez que je mets toujours des guillemets invisibles autour du mot travail quand on parle de l'industrie du sexe. Que j'ai comme fait ma vie à l'envers, dans le sens que j'ai commencé par le pire, la prostitution de rue, etc. Les clubs, nous on appelle ça des clubs à gaffe. On appelle ça faire de la gaffe. Quand t'es danseuse, mais qu'en fait, tu fais de la prostitution. Puis je trouve que le terme est bien, tu sais. Quand les gens s'obstinent pour parler de prostitution légalisée, dire que ça va être plus sécuritaire, ben oui et non. Parce qu'en fait, t'as l'illusion que c'est plus sécuritaire, mais il y a aucune norme du travail qui sont respectées. T'es vraiment traité comme un morceau de viande. À un moment donné, j'ai regardé sur le site d'une agence qui répertoriait tous les clubs de danseuses. Et j'ai réalisé que j'en ai fait 35 en 6 ans.
Parce qu'il faut être de la viande fraîche tout le temps, donc il faut changer de place tout le temps. De quel métier on parle en disant il faut en sortir, il faut de l'aide pour en sortir. Tu te sors pas du droit, tu te sors pas des soins infirmiers, tu te sors pas d'être cuisinier. Donc il y a que dans la prostitution où se structure tout un pan d'intervention pour t'aider à en sortir. c'est assez drôle. Puis c'est ça, donc vers la fin de mes 6 ans dans l'industrie du sexe, je faisais que danser sans contact. Donc, j'essayais de m'en éloigner tranquillement, mais en n'étant pas capable de vraiment changer mon cadre de référence, parce que tout ce que je connaissais, c'était ça. Donc, de 16 à 23 ans, j'étais dans l'industrie du sexe. Et pendant presque tout ce temps-là, à partir de 17 ans officiellement, mon père était mon chauffeur dans l'industrie du sexe. Donc, ça, c'est assez flippant. Ouais, donc j'avais pas de modèle normal. Puis moi, j'avais grandi avec d'être exposée à la porno de mon père. Les souvenirs les plus jeunes que j'avais 5 ans. J'étais très, très consciente de la consommation de porno de mon père. Il y avait comme cette double vie de mon père et ma mère puis ma mère réalisait pas l'ampleur du problème. Puis mon père allait même jusqu'à cacher des revues porno dans ma salle de jeu d'enfant. Mon père a vraiment failli à me protéger de la sexualité déjantée du monde des adultes. Même pire, j'avais 17 ans, puis on sortait dans les soirées fétiches ensemble, mon père et moi. Donc, il y avait aucune boundaries, tu sais, des limites adéquates que tu places entre parents, enfants, qui protègent ton enfant de la sexualité du monde des adultes, particulièrement une sexualité déjantée et débile. Donc, mon père était vraiment fier et heureux de devenir mon chauffeur dans l'industrie du sexe parce que ça lui permettait d'une manière vicariante de vivre à travers moi sa vie de pornophile de rêve. Donc, il entrait dans les clubs de danseuses, il serrait la main du doorman, le portier, et puis ça lui permettait d'être entouré de tous les trucs qui l'excitaient. C'est complexe parce que quand j'ai voulu m'en sortir, j'avais pas de recours légal parce que mon père a jamais pris d'argent de moi. Donc, je pouvais pas l'accuser de proxénétisme. Puis j'ai essayé d'avoir une injonction de la cour pour qu'il soit forcé d'être à une certaine distance de moi, mais j'avais pas de motif légal d'accusation. Donc, c'est ça, ma situation était toujours... tu sais, à quelque part, c'est légèrement... on pourrait dire incestueux, ce type de relation-là, mais en même temps, il m'a jamais touché, il m'a jamais abusé. On appelle ça un climat incestuel. Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, il se cachait pas, là. C'est fou comment il se cachait pas. Puis les dernières années que je lui parlais, ça me faisait flipper constamment parce que je commençais, en 3 phrases, il me parlait d'un truc sexuel. Il y avait aucune frontière avec moi. C'était genre, allô, papa, comment ça va? Ça va? Ouais, ok, t'as fait réparer ton auto? Ouais, ça t'a pas coûté trop cher au garage? Non. Sinon, quoi de neuf? Ah, ben, j'ai travaillé au donjon hier, là, c'était pas trop sale, ils ont juste eu une orgie. OK, l'autre problème qu'il faut que je mentionne, c'est qu'il a été mon voisin de palier pendant 21 ans de temps, d'où le fait que j'essayais d'avoir une injonction de la cour pour le forcer à déménager, parce que moi, j'arrivais pas à m'émanciper en tant qu'adulte. Je trouve que une des théories que je développe, c'est l'idée que la prostitution maintient les femmes comme des mineurs au niveau économique, parce que tu n'administres pas ta propre argent souvent, et même si tu l'administres, même si tu es autonome, tu gères ton argent, tu es souvent vraiment en marge de l'économie normale. Donc moi, c'est ça, quand je suis sortie de l'industrie à 23 ans, j'avais jamais fait d'impôt, j'avais jamais eu de CV, j'avais jamais fait une entrevue d'embauche. Donc c'est tout ça qui me faisait peur, qui m'empêchait de sortir de l'industrie. Parce que je dirais que j'ai été 6 ans dans les clubs, mais les 2 dernières années, j'étais plus capable, là. J'avais mal au dos, les talons me créaient des problèmes de sciatique, mais j'arrivais pas à en sortir parce que j'avais peur de changer de cadre de référence puis de me sentir inférieure parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup de honte en moi. Et c'est ensuite, ça a pris des années plus tard que je comprenne que la honte doit changer de camp et que c'est en fait aux hommes qui m'ont acheté à avoir honte et non à moi. Mais tout ça, c'est un long processus. Puis en plus, un autre facteur bien important dans ma précarisation, c'est que moi, j'étais sévèrement rejetée à l'école. Les gangs de filles m'attendaient après l'école pour me battre. J'avais pas beaucoup d'amis. Alors quand je suis arrivée à l'école, j'avais jamais été en garderie parce que ma mère était contre. Mais t'arrives à l'école puis tu comprends pas les dynamiques de groupes d'amis. Tu sais pas comment faire ta place. Moi, comme justement, j'étais surdouée, donc je parlais trop. Alors, quand j'ai lâché l'école en secondaire 5, j'ai subi un avortement, qui ensuite, j'ai fait mon premier client, puis je suis partie à Montréal. Donc, c'est ça, mon chemin, c'était, je m'en vais à Montréal. À puis, 16 ans. Ouais, puis à quelque part, je le savais que l'industrie du sexe était une option. C'est comme si je l'ai toujours su, que c'était la façon de faire de l'argent, puis ça répondait aux attentes de ce que mon père... La façon que tu perçois les choses tant que tu es dans l'industrie, ça n'a rien à voir avec comment tu vas la percevoir le jour où tu en sors.
Donc, pendant que j'étais dans l'industrie, moi, je trouvais ça super cool que mon père soit mon chauffeur. Je me disais, il me juge pas, il m'économise de l'argent. Donc, j'arrivais à le justifier. Mais là, c'est le jour où j'ai 23 ans. Je suis dans le stationnement d'un club de danseuses. Puis ça, c'est marqué dans ma mémoire, là. Il y a eu un avant-après. Il y a eu un moment clé où est-ce que j'ai compris, OK, il veut vraiment pas mieux pour moi. Donc là, on est dans le stationnement d'un club de danseuses. Et j'apprends à mon père que je viens d'avoir une bourse d'études, que je peux aller à l'université comme étudiant libre et mature. Je venais juste de terminer mon secondaire aux adultes. J'ai même fait mes maths fortes. J'avais eu des bonnes notes. Moi, je suis au moment où j'essaie de valoriser mon intelligence. Donc, à ce point-là, ce qui était demandé de moi sur les bancs d'école et ce qui était demandé de moi le soir dans les clubs, j'étais plus capable de faire sens de ça. C'était une dissonance immense. Donc là, je dis à mon père, je viens d'avoir une bourse d'études. Je peux aller à l'université, je vais aller étudier en écologie. Là. Je veux me prouver que j'ai l'intelligence d'étudier en sciences. Donc là, je lui annonce ça. Puis tout de suite, il me dit, « Mais non, mais là, tu peux pas arrêter de danser. Là. T'as besoin d'argent. Là. Comment ça va vivre? » Fait que là, je tombe des nues. Puis après, des mois et des mois après, il arrêtait pas de me ramener des offres. À chaque fois que je manquais d'argent, que j'étais financièrement précaire, ben, ça a été long d'avoir les prêts et bourses aussi parce qu'il fallait que je démontre que j'avais pas de relation financière avec mon père. Mais c'était mon voisin, on était littéralement à la même adresse, mais des appartements différents. C'était tellement dur de démontrer que pour m'en sortir, je ne dois pas avoir de relation pécuniaire avec mon père parce que c'est malsain. Ça maintient son emprise, donc j'avais des lettres de psychologue pour m'aider. Tu sais, ça a vraiment été difficile de m'émanciper de mon père étant donné sa proximité géographique. Je pense que je suis pas devenue une adulte et une personne majeure au niveau économique tant que j'ai pas coupé ce lien-là. Donc, à chaque fois que je manquais d'argent, dans ma tête, j'avais pas un vrai zéro dans mon compte de banque parce que je pouvais toujours emprunter à papa puis qu'il avait pas le droit de me dire non parce qu'il a gâché ma vie. Donc, ça, cette colère, cette rage-là était malsaine et ça faisait que je devenais pas économiquement majeure. Mais c'est le jour où, malgré le fait qu'il était encore mon voisin puis que j'arrivais pas à le faire décoller, j'ai quand même choisi de couper ces ponts-là et de devenir économiquement majeure et de ne compter que sur moi. Et ça a été une émancipation extraordinaire. Il est décédé il y a 2 ans. Je te vois perché, penché, tatoué de soir et nu. Tu vends le nirvana pour $20. Pas plus, monte dans le char quand le monde y dort. Fuck it, t'es down pour le money talk. Et toi quand tu fais tes squats, il t'attend dans le squat. Tes gros serrés, les mêmes mottes, sinon la colère laisse tes marques. Nous, Alexine, Anne, Esther, Lexi, Rosalie, Rosen, Valérie, qui avons connu la prostitution et qui avons pu nous en sortir. Nous avons conçu et réalisé ce podcast pour parler entre nous, pour dire ce qu'est vraiment la prostitution. Si vous aussi vous avez vécu ou vivez encore de la prostitution, sous quelque forme que ce soit, et vous avez envie d'en parler, vous pouvez nous contacter sur les comptes Instagram ou TikTok de La Vie en Rouge. La Vie en Rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. L'ensemble des épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles. Avec le soutien éditorial, logistique et financier du Mouvement du Nid, enregistré au studio La Poudre à la Cité Audacieuse. Merci à la Fondation des Femmes pour son soutien indéfectible à toutes les femmes victimes de violences.